Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast présenté par Popex, actualité et analyse des idéologies, des discours, des mouvements populistes, extrémistes et complotistes. Aujourd'hui, pour parler de l'extrême ou du populisme de gauche et de ces nouveaux mouvements politiques, nous rencontrons Manuel Cervera Marzal, professeur associé et chercheur qualifié FNRS à l'Université de Liège. Bonjour. Bonjour. Manuel, tu as soutenu ta thèse de sciences politiques en 2014. Elle était consacrée à l'histoire, aux pratiques et à la théorie de la désobéissance civile. Actuellement, tes recherches portent sur les partis politiques Podemos en Espagne, la France Insoumise en France et le Parti du Travail de Belgique, le PTB. Ton travail compare le mode de fonctionnement interne de ces organisations, la trajectoire de leurs membres et les idées politiques que ces partis défendent. En guise d'introduction, je voulais te demander, par rapport à ton parcours, quel lien pouvons-nous établir entre la désobéissance civile et le populisme de gauche ? C'est un lien qui se fait surtout par des trajectoires militantes. En fait, la désobéissance civile, aujourd'hui, c'est essentiellement des collectifs composés avec des activistes qui sont plutôt de gauche, plutôt écolos, et qui font le choix de se mobiliser via l'action directe. Et j'ai vu un certain nombre d'entre eux, de ces gens qui se mobilisaient plutôt dans la rue, se réorienter progressivement vers les urnes en fait, et vers une forme d'engagement plus institutionnel, plus politique, qui consiste tout simplement à prendre sa carte dans un parti, et en général pas dans n'importe quel parti, mais plutôt dans des partis du type France Insoumise, Podemos, ça peut être le mouvement 5 étoiles aussi. Donc il y a un lien comme ça en fait entre la rue et les urnes, et entre les actions de désobéissance civile et le populisme de gauche. Évidemment, on ne retrouve pas automatiquement les mêmes personnes dans les deux, mais il y a vraiment des circulations qui se font de manière assez courante. Manuel, tu as publié plusieurs ouvrages, je vais ici en citer 3. Les Nouveaux Désobéissants, aux éditions Bordelot, Le Populisme de gauche, aux éditions La Découverte, Résister, Petite histoire des luttes contemporaines, aux éditions 10-18. Je voudrais à présent te poser une question de clarification. C'est un exercice que je pose à tous mes invités. Avant de débattre, essayons de nous comprendre. Certains termes sont flous et renvoient à des grilles de compréhension diverses, parfois contradictoires. Mais dans ton cas, comment définis-tu le populisme? Si on devait opposer quelque chose au populisme, ce serait l'élitisme en fait. Voilà, le pouvoir des élites, ou en tout cas l'idée selon laquelle seule une élite serait compétente, ou l'élite serait plus compétente que le peuple. Eh bien le populisme, à l'inverse, c'est, me semble-t-il, un ensemble de discours, mais aussi de pratiques politiques qui visent à défendre le pouvoir du peuple contre celles et ceux qui pourraient être tentés de le lui confisquer. Et donc en ce sens, je fais un lien assez étroit en fait entre populisme et démocratie, les deux me semble-t-il allant plutôt dans le même sens. Nous reviendrons par après sur ces relations entre populisme et démocratie, parfois proches, parfois opposées. Mais avant, le populisme c'est un terme qui peut être présenté positivement, comme tu viens de le faire. C'est la défense du peuple et de la souveraineté populaire, un des fondements de la démocratie. Mais le populisme peut aussi se définir négativement. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la plupart des usages qui sont faits de ce terme, que ce soit les usages courants qu'on peut avoir au quotidien, les usages journalistiques ou les usages politiques, quand on vous qualifie de populiste, en fait, on tente de vous disqualifier. C'est plutôt un anathème politique. Les populistes sont suspectés de plein de choses, en fait, de faire primer la passion sur la raison, d'en appeler aux bas instincts du peuple et de la foule, d'être opposés aux principes de l'état de droit et de la démocratie. Enfin voilà, il y a une longue liste d'être incompétents quand ils sont au pouvoir, de pas respecter la complexité des affaires publiques et de proposer des solutions simples, donc démagogiques. C'est un terme qui est connoté très péjorativement, mais alors attention, parce que ça n'a pas toujours été le cas et c'est pas partout le cas en fait. C'est mal vu aujourd'hui aux États-Unis et aujourd'hui en Europe, mais si on remonte à il y a 4 ou 5 décennies de ça sur le continent européen, c'est un terme qui était beaucoup moins utilisé, et pas connoté comme il l'est aujourd'hui, qui était plutôt assez descriptif. Et si par exemple aujourd'hui on va en Amérique latine et qu'on regarde l'usage qui est fait de ce terme, bon, c'est un usage, alors c'est un terme pour le coup qui est beaucoup utilisé et puis qui est très lié à l'histoire en fait d'un certain nombre de régimes latino-américains,
Mais c'est un terme qui est à nouveau moins marqué négativement que ne le sont ces usages états-uniens et européens. Donc voilà, il y a une histoire aussi à faire de cette dépréciation du mot populisme. Si le populisme, c'est l'appel au peuple et la défense du peuple, il n'est pas le propre d'une seule idéologie ou d'un seul parti politique. Il y a un populisme de gauche et un populisme de droite, un populisme d'extrême gauche et un populisme d'extrême droite. Quelles sont les différences entre ce populisme de gauche et ce populisme de droite ? Ce qu'on retrouve en fait, c'est des définitions concurrentes tout simplement de ce que c'est le peuple en fait. Pour faire très simple, on a le peuple ethnos avec une définition ethnique ou bien dans une version un peu plus moderne culturelle du peuple, ça c'est plutôt ce qu'on va retrouver à droite ou à l'extrême droite. On peut avoir un peuple défini plus assimilé à la plèbe, le peuple plébéien, le peuple c'est les sans-chemise, c'est les prolétaires, c'est les exploités, ça c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver en Amérique latine par exemple, dans le discours de Perón sur los descaminizados, ceux qui n'ont pas de chemise, enfin voilà. Et on a aussi, troisième définition du peuple, à côté du peuple ethnie et du peuple plèbe, le peuple tout simplement démos, en fait, le peuple comme étant celles et ceux qui participent d'un même projet politique, qui adhèrent à un ensemble de valeurs relativement unifiées. Donc là, c'est une définition plus politique du peuple. Et en fonction de la définition dont on va s'emparer, effectivement, on va se retrouver confronté à des populistes de droite, de gauche. En fonction du parti ou du mouvement, la définition du peuple varie. Mais la définition des élites, elle aussi, elle varie ? Ah bah oui, complètement. Parce que, par exemple, si je reprends le cas de l'élection présidentielle de 2017, on a l'extrême droite de Marine Le Pen, pour qui, elle, les élites, c'est les élites mondialistes qui prônent la libre circulation, l'immigration à tout va, mais qui en fait elles sont bien à l'abri en mettant leurs enfants dans le privé, dans des petits espaces, bien à eux. Et donc en fait c'est l'élite mondialiste en fait à laquelle il faut opposer un peuple-nation. Et ensuite c'est celle qu'on va plutôt retrouver dans les mots et la bouche de Jean-Luc Mélenchon. L'élite, cette fois-ci, c'est une élite qui peut appeler par moments les gros, les bien mis, c'est plutôt l'élite au sens des capitalistes, des grands patrons d'entreprises qui se font beaucoup d'argent ici mais qui ne payent pas leurs taxes chez nous. Et contre cette élite-là, on fait valoir le peuple des travailleurs et des travailleuses. Différentes définitions du peuple, en miroir desquelles on retrouve tout simplement différentes définitions de l'élite ou des élites. Selon toi, maintenant que nous avons identifié le populisme, en quoi est-il différent de l'extrémisme ? Et j'ajouterai, les partis politiques rejettent l'étiquette extrémiste. Certains préfèrent se présenter ouvertement comme populistes ou populaires. Est-ce là une simple étiquette, une façon de se présenter, ou, autrement dit, appliquée dans notre cas à la gauche, les extrémistes de gauche sont-ils nécessairement populistes et inversement ? Les populistes sont-ils tous des extrémistes déguisés ? Alors, je vais prendre la question par le bout que tu viens de dire. En quoi un extrémisme de gauche se différencierait d'un populisme de gauche ? L'extrême gauche par exemple trotskiste, ou même communiste, même si les communistes justement aiment pas trop en général se qualifier d'extrême gauche, ils sont à gauche communiste et à gauche des communistes on retrouve l'extrême gauche trotskiste. Ces gens-là assument en fait à l'extrême gauche dans des partis comme Lutte ouvrière par exemple, ou le nouveau parti anticapitaliste, Anticapitalistas en Espagne, même en un sens le PTB pendant longtemps, Parti de travail de Belgique, on assume en fait d'être un parti d'extrême gauche. Le propre des populistes de gauche, et pour que ce soit très clair, je me réfère ici à des partis politiques qui d'ailleurs préfèrent s'appeler des mouvements qui sont assez récents en fait, qui datent des années 2010 finalement, post-crise de 2008. Donc là on peut penser à Podemos, à la France Insoumise, mais aussi éventuellement à Syriza, qui est une coalition grecque qui se forme seulement en 2003. C'est d'abord une coalition, ça devient un parti en 2012. Et puis même si on veut, mais là c'est un peu plus discuté, mais on pourrait éventuellement inclure dans cette liste le mouvement 5 étoiles, même si l'appartenance à la gauche fait l'objet de discussions assez complexes. En tout cas, cette constellation que je viens de citer, que moi je rattache plutôt au populisme de gauche qu'à l'extrême gauche, elle a un vrai point de divergence avec l'extrême gauche, c'est que
le vocabulaire en fait et les mots, le mot même de gauche est mis à distance. Et c'est pas seulement ce mot, c'est tout le champ lexical qui l'accompagne et tout aussi la symbolique, le rouge, la faucille et le marteau, l'international, ces choses-là qu'on a l'habitude et qu'on voit encore à la fin d'un meeting d'un parti communiste ou d'un parti d'extrême gauche, on les retrouve pas ou très peu chez les partis populistes de gauche qui en fait finalement pratiquent une forme d'euphémisation de l'étiquette gauche parce que ils font le constat que cette étiquette est aujourd'hui un handicap en fait, tout simplement quand on se présente vis-à-vis des électeurs. Les enquêtes d'opinion nous montrent que sur le dernier demi-siècle, quand on demande aux gens est-ce que vous vous reconnaissez comme de gauche, la réponse est allée en s'amenuisant en fait, en décroissant dans la plupart des pays européens. Ça conduit, c'est pour des raisons pragmatiques en fait, à prendre ses distances avec ça. Je dirais que c'est ça la principale différence entre les populistes et les extrémistes de gauche. La différence entre l'extrême gauche et le populisme de gauche relève, selon toi, plutôt d'une façon de se présenter ou de discourir. Cela signifie-t-il qu'un populiste de gauche est un extrémiste qui se cache derrière un masque ? Non, pas du tout, et je te remercie pour ta question, parce qu'effectivement, il faut aller plus loin. Il y a une vraie différence stratégique aussi. À l'extrême gauche, on se présente parfois aux élections, on peut présenter des candidats, mais c'est sans aucune intention de la gagner, l'élection, et sans aucune intention réelle de gouverner, en fait. On va simplement présenter quelqu'un aux élections parce que ça nous offre une tribune, en fait. Ça permet d'obtenir une plus large audience, parce qu'en général, quand il y a une élection, il y a une campagne, et donc on a accès à certains médias auxquels on n'a pas accès en temps normal quand on est une petite organisation, souvent groupusculaire d'extrême gauche. Donc la voie du changement social ne passe pas par les urnes, elle passe par la rue, elle passe par la grève générale, elle passe par des insurrections qui s'accompagnent de mobilisations autogestionnaires, elle passe par des reprises d'entreprises autogérées, par ce genre de choses qui sont en dehors des institutions de la démocratie représentative. Et là, on a un vrai point, et c'est donc le deuxième point de divergence au-delà de la question des mots, c'est une divergence vraiment stratégique entre l'extrême gauche et les populistes de gauche, qui eux sont des gens, qu'on parle de Alexis Tsipras, qui a quand même été du coup Premier ministre de Grèce pendant 5 ans, qu'on parle de Pablo Iglesias, qui a été vice-président du gouvernement espagnol pendant plus d'1 an, ou qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon, on est face à des gens qui croient en fait au pouvoir des urnes, qui s'y présentent dans l'intention de gagner, quitte d'ailleurs à faire des compromis parfois avec ce qu'on pourrait appeler leurs convictions profondes. Là, c'est des gens qui jouent pleinement le jeu électoral et qui se plient finalement en partie aux règles de la compétition électorale. Tu as parlé de Podemos en Espagne, de la France insoumise en France. Quel est ton regard par rapport au PTB en Belgique ? Par rapport à cette critique formulée à l'égard du parti, celle que le PTB ne prend pas ses responsabilités, que le parti refuse de participer à des coalitions. Alors, le PTB, selon toi, extrémisme ou populisme de gauche ? Le PTB, c'est intéressant pour moi parce que c'est justement un cas, déjà moins étudié que les autres, mais aussi qui échappe en partie à cette distinction qu'on vient de faire entre extrémisme et populisme, en fait, qui vient un peu brouiller finalement cette distinction. Les idéotypes, les grandes catégories, elles sont faites aussi pour, quand on les applique au cas concret, se retrouver un peu nuancées. Et pourquoi je dis que le PTB questionne ces catégories ? Parce que c'est un parti d'ascendance maoïste, léniniste, qui d'ailleurs, en fait, pendant plus de 3 décennies, s'est contenté en fait de ce logiciel léniniste maoïste et qui en 2008 lors de son congrès, je pense le 8e de mémoire, fait vraiment un aggiornamento assez radical avec cette idée que désormais les références à la Chine, les références à l'URSS, on va remiser tout ça. Ça veut pas dire les renier, je pense que c'est vraiment plutôt les mettre disons en coulisses pour déployer quoi ? Un discours avec des slogans qui sont typiques du populisme, des discours du type le pouvoir des gens, pas le pouvoir de l'argent, ils ont des milliards, nous sommes des millions, ce type de slogan, c'est typique du populisme. Et donc on voit là comment finalement il y a un discours, finalement une communication de type populiste peut venir se greffer ou se superposer sur une idéologie qui fondamentalement reste plutôt d'extrême gauche, parce qu'effectivement ce refus de former des coalitions à quelque niveau que ce soit aujourd'hui, alors même que désormais ils peuvent atteindre 10, parfois 15% des suffrages exprimés, ça interroge en fait. Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas y aller ?
Est-ce que c'est parce que, tout simplement, c'est par calcul électoral, parce qu'ils estiment que c'est pas le bon moment, que si on attend les prochaines élections, on sera peut-être encore plus en position de force. En fait, est-ce qu'au final, ils vont y aller, auquel cas ils se seraient convertis en partie au jeu électoral de la démocratie représentative, ou est-ce que, dans le fond, en fait, ça reste pas des révolutionnaires qui, voilà, de toute façon, refuseront systématiquement d'entrer dans ces institutions parce qu'ils estiment qu'ils ont rien à y faire et que le seul vrai pouvoir, c'est le pouvoir des travailleurs, et non pas celui que les travailleurs pourraient déléguer à des professionnels de la politique. Pascal Deluitte présente le PTB comme un restaurant, où il y distingue la salle et la cuisine. Parlons de ces cuisines, justement. Dans ton travail, tu étudies le fonctionnement interne de ces partis. Comment se structurent-ils ? Comment s'organisent-ils et quelle est la place de l'idéologie ? Premier point notable, c'est que quand on échange, quand on discute avec les leaders comme les militants de base de ces partis et qu'on leur parle de leur parti, eh bien, en général, la réaction qu'on reçoit spontanément, c'est non, mais nous, on n'est pas un parti. Suivi de on est un mouvement. C'est lié au fait qu'aujourd'hui, les partis politiques sont effectivement l'une des institutions qui suscite le plus de méfiance de la part des citoyens européens, devant même les banques, devant les multinationales. C'est assez impressionnant quand on regarde les enquêtes d'opinion, à quel point les partis politiques suscitent une méfiance profonde. Donc finalement, les populistes de gauche ne sont pas les seuls à dire qu'ils ne sont pas des partis quand on regarde La République En Marche, Ciudadanos en Espagne, ou même le mouvement 5 étoiles, enfin voilà, la plupart d'ailleurs des partis soit changent de nom, soit même refusent l'appellation même de parti. Bon, voilà, pour à nouveau essayer de se distancier un peu d'un terme qui est devenu infamant aux yeux de beaucoup d'électeurs et d'électrices. Mais c'est pas que du discours, à nouveau. Tu posais la question de l'organisation interne, quand on regarde les règles tout simplement de fonctionnement, eh bien on se rend compte que, par exemple, la carte d'adhérent a disparu. Quand vous voulez adhérer à un parti politique, aujourd'hui encore, la plupart des partis politiques, pour y adhérer, il faut prendre sa carte en fait, inscrire son nom, son adresse, vous rentrez dans les registres, dans les fichiers, et la carte, vous la prenez, et ensuite vous payez aussi une cotisation. Donc ça veut dire que ça a un coût en fait d'entrée. L'adhésion à un parti politique. Eh bien, Podemos, la France Insoumise, d'autres ont cherché à abaisser en fait le coût d'entrée. Ils ont supprimé la carte d'adhérent, ils ont supprimé les cotisations. Donc vous pouvez toujours donner éventuellement si vous avez envie de faire des dons, mais rien ne vous y engage. Et d'ailleurs, la plupart des adhérents de ces partis politiques ne font pas de dons. Et cet abaissement du coût d'entrée au sein de ces nouveaux mouvements, il a une conséquence très directe, c'est que quand on compare les effectifs, par exemple, de Podemos en 2015-2016, donc 1 à 2 ans après sa création, c'est un parti politique ou un mouvement qui a 150 000 membres. C'est plus que l'ensemble des autres partis politiques espagnols additionnés. Et on pourrait dire la même chose de la France Insoumise avec ses 550 000 membres en 2017, qui à elle seule aussi surpasse l'ensemble des autres partis politiques français. Il y a un effet d'optique en fait, c'est que ces centaines de milliers de membres de Podemos, de la France Insoumise, etc., c'est pas des gens qu'on voit sur le terrain, qui participent à des réunions, qui distribuent des tracts, qui collent des affiches. En fait, c'est le cas pour 1 à 2% des adhérents de ces partis qui militent vraiment sur le terrain. Le reste des gens, c'est des personnes pour qui ça a pris 3 minutes. En 3 clics sur Internet, ils ont adhéré à Podemos ou à la France Insoumise. Et donc ça, finalement, du coup, quand on compare, par exemple, je vais dire, la France Insoumise au Parti Socialiste, et qu'on compare les 500 000 membres de la France Insoumise aux 50 000 membres du Parti Socialiste, en fait, on compare deux choses qui sont pas comparables, quoi. Parce que les adhérents du Parti Socialiste, c'est aussi des militants, alors que ceux de la France Insoumise, c'est des cliqueurs, en fait, pour beaucoup. Donc, et ça, c'est un tournant assez important, qui a des effets aussi en termes de... un parti, c'est pas juste des candidats qui se présentent aux élections, c'est toute une vie interne aussi, c'est une micro-société en fait, un parti politique. Et quand on regarde la plupart des partis politiques, ils fonctionnent en interne de manière plus ou moins démocratique en fait. Enfin en tout cas, ils fonctionnent de manière à peu près démocratique, on va dire comme ça, avec des élections en fait. Les membres d'un comité local, ils élisent leur secrétaire de section, ces secrétaires de section se réunissent sur une base géographique, ils élisent le secrétaire départemental ou régional, et puis tous les 2 ans on fait un congrès pour élire le secrétaire général du parti. Donc il y a une forme de démocratie intrapartisane dans la plupart des partis politiques issus du XXe siècle. Et la grande différence dans les nouveaux mouvements qui sont apparus dans les années 2010, c'est que ces élections internes, ces structures intermédiaires, elles ont disparu en fait. Et le pouvoir finalement qui appartenait aux militants, leur pouvoir notamment de désigner leur chef en fait au sein du parti,
eh bien, il a été retiré aux militants pour être confié aux simples sympathisants de l'organisation. Et ça, c'est ce qu'on appelle les primaires ouvertes. Et finalement, le pouvoir de désigner le candidat, il revient à l'ensemble des sympathisants du parti. Il suffit en fait de payer une somme vraiment dérisoire, en général de 1 dollar ou 1 euro, pour pouvoir ensuite voter sur Internet. Et donc, ça fait qu'au lieu de se retrouver avec 50 000, 100 000 militants qui vont voter, eh bien, on se retrouve avec 2 millions de personnes, voire 3 millions qui vont voter. Et ça, voilà. Ça aussi, c'est un changement vraiment majeur dans la vie des partis politiques. L'idéologie est-elle toujours au centre de ces partis ? Retrouve-t-on toujours une structure interne fortement hiérarchisée autour d'une pensée stricte et figée ? Ou bien, selon toi, la décision est-elle plus ouverte aux militants et encore plus largement peut-être aux sympathisants ? C'est vrai qu'il y a une tendance à la désidéologisation de ces partis. Je disais tout à l'heure qu'ils se débarrassent un peu de la référence à la gauche, mais ils se débarrassent aussi tout simplement de l'idée qu'il faut une idéologie et que c'est seulement une fois qu'on est unis autour d'une doctrine commune qu'on peut agir ensemble. D'abord s'accorder sur les idées et ensuite agir ensemble pour défendre ces idées. Ça non. Pour eux, en fait, ce qui prime, c'est l'action avant tout et la référence à une idéologie, que ce soit, puisqu'on parle de partis populistes de gauche dans les cas que j'étudie, que ce soit une idéologie socialiste ou une idéologie communiste ou même une idéologie écologiste. Je ne dis pas qu'elle disparaît à nouveau, mais elle s'amenuise. Elle s'amenuise très clairement. D'ailleurs, ça se voit dans le nom même de ces partis. Quand on parle de Podemos, de la France Insoumise ou de Syriza, on parle quand même de partis qui sont fondés, on peut le voir, ne serait-ce qu'à la trajectoire des leaders de chacun de ces partis. Ces partis, ils sont pas nés ex nihilo. Ils sont fondés par des gens qui, auparavant, 10 ans plus tôt, militaient au Parti socialiste de leur pays, militaient au Parti communiste, parfois militaient au Parti écologiste. Et il y a quelque chose de tout à fait frappant, c'est que Parti communiste, socialiste ou écologiste, dans le nom même du parti, ça fait référence à une idéologie. L'adjectif qui est utilisé derrière parti, c'est une idéologie. Alors que Podemos, ça veut dire « nous pouvons », c'est inspiré du Yes We Can de Barack Obama. L'insoumission, c'est comme nous pouvons, l'insoumission c'est un mouvement, c'est un geste. Finalement, oui, c'est ça, il y a l'idée qu'on est en mouvement, on est en marche, on est insoumis, on avance, mais on sait plus trop vers quoi, en fait, on sait plus trop vers quel but, en fait. Le but final, ce qu'on pouvait appeler l'idéologie, en fait, pour laquelle on luttait, elle tend là aussi à s'estomper. Alors attention, parce que cette désidéologisation de ces partis politiques, c'est pas quelque chose finalement disons, ça prend ses racines en amont en fait. Déjà dans les années 60 et dans les années 70, on voit quand on étudie notamment les statuts des grands partis politiques européens, et là je parle vraiment les partis socialistes, communistes, chrétiens démocrates et conservateurs, on s'aperçoit que dans les années 60-70, les références au libéralisme, au travaillisme, à la démocratie chrétienne, elles s'amenuisent là aussi, et c'est l'apparition de ce que un politiste qui s'appelle Otto Kirchheimer appelle des partis attrape-tout en fait, qui font ce choix de réduire leur socle idéologique pour élargir leur socle électoral. Auparavant, on visait une seule classe sociale en particulier, donc les communistes visaient le prolétariat et donc ils parlaient un langage communiste, et bien désormais ils vont aussi viser les enseignants, les fonctionnaires, pourquoi pas les cadres les petits cadres ou les cadres intermédiaires des entreprises. Donc en fait, comme on veut élargir électoralement, on va restreindre idéologiquement et on va arrêter d'utiliser un discours qui pourrait en rebuter certains. C'est l'émergence des partis attrape-tout qui viennent se substituer aux partis qui les précédaient, qui étaient des partis, pour le coup, des partis de classe, en fait. Il y avait des partis de gauche qui visaient la classe ouvrière, des partis de droite qui visaient les différentes fractions de la bourgeoisie. Chaque parti aurait sa chasse gardée, en fait, ou sa classe gardée. Finalement, c'est des idées qui deviennent un peu obsolètes. Voilà, on se dirige vers des partis qui, le terme est pas très élégant, je suis désolé, mais qui se désidéologisent et finalement, la France Insoumise, la République En Marche, mais même le Parti du Travail de Belgique, quand il décide en 2008 de remiser ses références au maoïsme et au léninisme, sont le fruit de cette histoire. Par rapport à la montée de ces mouvements, j'avais envie, au début de notre entretien, de te poser la question du facteur économique. Ces facteurs économiques expliquent-ils à eux seuls la montée, depuis les années 2010, de ces mouvements populistes de gauche ? Nous sommes dans une période post-crise économique et financière, et pourtant,
En t'écoutant, j'ai l'impression qu'il y a bien plus que cela. L'économique n'explique pas tout, mais explique une bonne partie, effectivement. C'est un facteur nécessaire, mais pas suffisant pour comprendre l'apparition de ces partis. D'ailleurs, du coup, effectivement, je me rends compte que depuis le début de notre discussion, j'ai plus mis l'accent sur des facteurs, on pourrait dire, politiques, qui ont trait au jeu institutionnel, électoral lui-même, aux attitudes et aux croyances aussi des citoyens. J'ai un peu laissé de côté ce qui est quand même marquant, la crise de 2008. Enfin, je veux dire, dans un pays comme l'Espagne, ça fait passer le taux de chômage. L'Espagne, il faut se rappeler que c'était le bon élève de l'Union européenne, celui qui avait su s'intégrer suite à la transition démocratique et qui avait ensuite connu un boom économique dans les années 90 et les années 2000. La crise de 2008, elle vient, c'est un cataclysme en Espagne en fait. On passe de 8% de chômage à 22%. Chez les moins de 34 ans, on passe de 20% à 50% de chômage. Enfin, on a en Espagne, entre 2008 et 2012, on a entre 600 000 et 1 million de jeunes Espagnols qui émigrent, qui partent vivre à Berlin, à Paris, à Londres pour la plupart, tout simplement pour chercher du boulot. Mais à ces facteurs économiques s'ajoute un deuxième facteur, c'est qu'en Espagne, rien que pour l'année 2010, donc on est 2 ans après la crise, enfin on est en pleine crise en fait socio-économique, on recense plus d'1 millier de professionnels d'élus politiques qui sont devant les tribunaux pour des affaires de corruption, de malversation, de pots de vin. Donc on est sur une corruption, c'est impossible de prétendre que la corruption c'est des brebis galeuses, c'est quelques cas individuels. Non, la corruption, notamment en lien avec tout un tas de systèmes de pots de vin liés au domaine du BTP, quoi, de la construction. En fait, l'Espagne a construit des maisons à n'en plus finir, des résidences, mais aussi des infrastructures, des autoroutes, des aéroports qui parfois servaient à rien, si ce n'est justement à remplir les caisses des entreprises du BTP et ensuite à verser des rétrocommissions aux élus qui avaient attribué les marchés publics, voilà. Mais donc, en fait, si vous voulez, il faut se mettre à la place, à l'époque, de cette jeunesse espagnole qui subit le chômage structurel et les politiques d'austérité et qui voit que les hommes politiques qui sont au pouvoir et qui leur demandent de se serrer la ceinture, eh bien, eux, à côté, voilà, c'est corruption à tous les étages. D'ailleurs, du sommet du gouvernement, ça finira par toucher Mariano Rajoy, le dirigeant du Parti populaire, qui aura dirigé en fait le gouvernement espagnol pendant plusieurs années, qui va tomber pour des affaires de corruption, mais jusqu'aux simples élus locaux du plus petit village reculé des Asturies, ça touche vraiment tous les échelons, et donc oui, démultiplie le rejet de la classe politique, et Podemos voit bien que suite aussi au mouvement des indignés, donc là je rappelle en quelques mots, mais en 2011, du coup, pour protester contre l'austérité, contre ces représentants qui ne nous représentent pas, comme le dit le slogan, on a 2 millions d'Espagnols qui descendent sur les places publiques des grandes villes pour les occuper pendant plus d'1 mois, et dont la principale revendication, c'est la démocratie réelle. Voilà, démocratia realia. Il y a Podemos, voilà, sent bien, quoi. Il y a une aspiration de la population à la démocratie. Il y a une classe politique qui est austéritaire, corrompue et extrêmement mal perçue, et donc en fait il y a un boulevard pour ceux qui veulent se lancer en politique, et de fait, du jour au lendemain, alors qu'ils créent Podemos en janvier 2014 avec moins de 100 000 euros et de 500 militants, il faut voir que les autres partis font des campagnes à plusieurs millions d'euros, c'est pour les élections européennes de mai 2014, ils vont obtenir 8% des voix et 5 eurodéputés, ce qui est incroyable vu le peu de ressources qu'ils avaient pour mener cette campagne, mais le contexte s'y prête. Ta réponse m'amène à la réflexion suivante. Facteur économique, facteur politique avec la corruption. J'en viens à te poser la question des liens entre le populisme et la démocratie. Certains auteurs qualifient le populisme d'antidémocratique, tandis que d'autres voient dans le populisme un nouveau souffle pour la démocratie. Quel lien établis-tu entre populisme et démocratie ? J'ai l'impression qu'on est dans une situation un peu bloquée, un espèce de dialogue de sourds presque, entre celles et ceux pour qui finalement les approches pathologisantes du populisme, qui estiment que le populisme c'est mal, le populisme c'est un danger, le populisme ça menace la démocratie, point barre. Voilà, c'est une vision qui me semble assez manichéenne des choses, mais il y a un autre manichéisme en face, et le dialogue est impossible entre les deux approches me semble-t-il, qui estime au contraire que le populisme c'est ce qu'il y a de mieux, c'est le retour aux vraies racines de la démocratie, c'est une refondation démocratique, c'est régénérer la démocratie, voilà.
c'est ça les termes qu'on utilise. Donc là, c'est plutôt les populophiles face aux populophobes. Moi, en fait, qui essaye pour avancer dans ce débat de mener des enquêtes de terrain, empiriques, ethnographiques, en fait, bon, j'en ai pas encore trop parlé, mais voilà, depuis tout à l'heure, je vous parle de Podemos, de la France Insoumise, c'est des partis dans lesquels j'ai passé pour chacun 3 années au quotidien, auprès des militants, à essayer de voir comment ils s'organisaient, comment ils militaient, comment ils faisaient campagne, quel discours ils tenaient sur eux-mêmes, sur tout un tas de sujets. J'essaye moi vraiment de redescendre au ras du sol finalement, de faire une sociologie empirique pour essayer de voir si ces mouvements populistes de gauche, du coup, déjà est-ce qu'ils aiment la démocratie, on va le dire comme ça en fait, est-ce que dans le discours, les paroles de ceux qui font vivre ces mouvements, que ce soit les électeurs, les militants ou les leaders, est-ce qu'il y a, est-ce que pour eux la démocratie c'est une valeur importante, est-ce que c'est quelque chose qu'ils souhaitent défendre ou pas, c'est une première question. Et je m'en tiens pas uniquement à cette analyse de discours, j'essaye aussi de voir si, tout simplement, quand ces partis-là entrent dans les institutions, quand parfois ils dirigent certaines villes, comme c'est le cas en Espagne, comme ça peut être le cas ailleurs, et quand même parfois ils arrivent au gouvernement, le mouvement 5 étoiles en Italie, Syriza en Grèce, le bloc de gauche au Portugal, dont on n'a pas encore parlé, mais qui pourrait aussi être intéressant. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Est-ce que finalement ils sapent les fondations de l'état de droit ? Est-ce qu'au contraire ils mettent en place des protections pour des libertés fondamentales comme la liberté de la presse, le droit à l'interruption volontaire de grossesse? Est-ce qu'ils développent des politiques publiques économiques qui font que la citoyenneté c'est pas juste une carte d'identité ou un passeport, c'est aussi des droits sociaux, le droit d'avoir accès à la santé, à l'éducation gratuite. Enfin voilà, j'essaie de regarder ce qu'il en est un peu concrètement. Finalement, ma thèse, bon c'est un peu facile de présenter les choses comme ça, j'en ai bien conscience, mais ce serait plutôt celle d'une ambivalence démocratique du populisme, au sens où je pense que ces mouvements populistes de gauche, parfois font du bien et parfois font du tort à la démocratie. En fait, tout ça dépend beaucoup du contexte dans lequel ils évoluent et aussi du niveau d'analyse qu'on choisit en fait pour les étudier. As-tu des exemples pour illustrer ces renforcements ou ces oppositions à la démocratie? Un bon exemple, puisqu'on parlait tout à l'heure de corruption en Espagne, Podemos, quand en 2015, puis ensuite en 2016, il y a 4 élections générales en 2 ans en Espagne. En gros, sur les 350 députés, grâce à Podemos, il y en a 80 qui sont des nouveaux députés qui arrivent. C'est des députés. Il y a un assainissement tout simplement, je sais pas comment le dire autrement, de la classe politique espagnole. Il y a beaucoup d'élus qui sont corrompus, qui ont été condamnés mais qui pourtant sont toujours là en poste ou qui sont soupçonnés, tout simplement qui s'en vont en fait, qui s'en vont pas parce que la justice a décidé qu'ils allaient s'en aller, mais parce qu'en fait les électeurs l'ont décidé. Ils les ont mis à la porte pour les remplacer par des gens qui sont beaucoup plus aussi, et ça c'est un point important, à l'image de la population espagnole. Quand on regarde l'âge moyen, le genre en termes paritaires, les ressources économiques des 80 élus de Podemos, on a presque l'impression d'être face à un décalque quasiment parfait de l'âge moyen des Espagnols, du revenu médian des Espagnols, de la parité de genre, des gens qui sont à l'image de leur, pas simplement de leurs électeurs, mais de la population espagnole dans son ensemble. Ça, voilà, si on est attaché à l'idée que, je dis pas qu'il faut que les représentants soient parfaitement, soient une représentation miroir exacte de la population, mais si on est attaché à cette idée que, on peut pas, c'est pas possible. Par exemple, aujourd'hui, en France, selon les données publiques de l'INSEE, vous avez 22% d'ouvriers dans la population active. Il n'y a pas un seul ouvrier sur les 577 membres de l'Assemblée nationale. Sauf depuis 2022, il y en a 2, ils appartiennent tous les deux au rang de la France Insoumise. Donc de ce point de vue-là, effectivement, on peut dire qu'il y a une forme d'avancée démocratique. Ensuite, là où ça peut se révéler plus compliqué, c'est par exemple, quand on regarde comment, je vais en revenir à quelque chose qu'on a en partie abordé tout à l'heure, comment ça fonctionne au sein même de ces partis politiques, où on se rend compte qu'il y a
pour le coup, une monopolisation du pouvoir dans les mains, souvent, d'un leader qui est omnipotent, peut-être pas, mais en tout cas qui concentre vraiment beaucoup de prérogatives, lui et sa garde rapprochée. Et c'est pas, je pense, exagéré de le dire comme ça. Podemos, comme la France Insoumise, sont des mouvements qui, à nouveau, en interne, quand on ouvre la boîte noire, fonctionnent de manière plus personnalisée que les autres partis de gauche en France et en Espagne, où, comme je le disais tout à l'heure, c'est là que je renoue le fil, ont des formes de démocratie interne, en fait, tout simplement, où les militants peuvent désigner leur leader, les personnes qui vont les représenter aux élections. Je vais revenir sur un des éléments que tu nous expliquais au début de cette rencontre. Selon toi, une des façons de distinguer le populisme de gauche et l'extrême gauche, c'est la volonté du populisme de gauche de siéger au sein des institutions, de participer au pouvoir, de changer les institutions de l'intérieur et non pas de les renverser. Cela fait maintenant plusieurs années que ces mouvements populistes existent. Certains, comme Syriza en Grèce, ont exercé les plus hautes fonctions politiques. Quel bilan pouvons-nous tirer de leur participation au pouvoir ? Alors, c'est vrai qu'on peut désormais faire des bilans, puisqu'un certain nombre d'années sont passées, ces partis sont nés, ont connu des percées électorales, et parfois sont arrivés au pouvoir. En Espagne, à nouveau, ils ont pris la mairie de Madrid, ils ont pris la mairie de Barcelone, ensuite ils sont arrivés au gouvernement. Alors c'est important de le préciser, c'est que en Espagne, au gouvernement, Podemos est rentré donc en janvier 2020 au gouvernement, mais en coalition avec les socialistes, et c'est bien les socialistes qui étaient en position majoritaire, en position de force. Le Premier ministre, c'est Pedro Sánchez, un économiste issu des rangs du Parti socialiste, et donc Podemos constitue une force d'appoint pour un gouvernement socialiste. Donc je dis ça pour préciser que ce que je vais dire tout de suite sur les réformes qui ont été mises en place, voilà, la responsabilité en est partagée. Mais de fait, quand on regarde les réformes qui sont passées depuis 2020 en Espagne, alors certes, elles sont largement en deçà des promesses de campagne qui avaient été faites à l'époque par Podemos comme par les socialistes, mais ça, j'ai envie de dire, c'est une constante de l'ensemble des régimes électoraux. Mais il y a eu quand même un certain nombre de réformes qui sont passées, qui ont permis, par exemple, de taxer bien plus lourdement que ce n'était le cas par le passé les géants, les grandes industries de l'énergie. Il y a eu une réforme du droit du travail qui a permis d'augmenter les protections sociales et qui a aussi permis d'augmenter le salaire minimum en Espagne de plus de 30%. C'était quelque chose de tout à fait inédit. Il y a eu une loi aussi très importante en Espagne sur les questions de genre, en fait, la question du consentement sexuel, sur la définition du viol, sur les moyens aussi tout simplement alloués par l'État aux associations qui font en fait la majorité du travail d'écoute, d'accueil, de soutien aux victimes de violences sexistes et sexuelles, mais qui sont des associations qui vivent parce que derrière aussi elles sont financées par les deniers publics, et ça, la contribution a été augmentée. Donc voilà, il y a eu des réformes ces dernières années en Espagne qui sont passées. C'est pas simplement quelles politiques sont mises en place, c'est aussi comment est-ce qu'on élabore les politiques publiques. Et il y a eu des avancées assez importantes qui ont été faites à Madrid comme à Barcelone et dans d'autres villes sur les questions de démocratie participative, en incluant pas seulement des personnes tirées au sort, mais aussi des associations de voisins, des associations d'habitants, qui se sont vus confier des budgets bien plus importants que celui qu'on leur... Démocratie participative, c'est pas nouveau, Podemos n'a pas inventé ça du tout, ça existe depuis aussi une trentaine d'années, mais souvent la démocratie participative, en fait, c'est un espèce de vernis que les élus utilisaient pour redorer un peu leur image, et en réalité, on convoquait des assemblées de citoyens, mais bon, ils n'avaient pas de pouvoir décisionnaire, ces citoyens, simplement un pouvoir consultatif, et là, ils ont vraiment approfondi la logique. En même temps, quelque chose de tout à fait intéressant, moi j'ai fait quelques entretiens avec des administrateurs de l'Assemblée nationale en France et en Espagne, donc des gens qui sont des fonctionnaires en fait, et qui c'est un peu les mains invisibles des parlements en fait, ces gens qui travaillent au Parlement dans l'ombre des élus, mais précisément en fait pour rédiger les projets de loi, les amendements, pour guider les rapports aussi, tous les rapports parlementaires que les élus rédigent, c'est jamais eux vraiment qui les rédigent, ils donnent les consignes, ils choisissent qui on auditionne, ils valident à la fin, mais en fait c'est souvent des fonctionnaires en fait qui font ce travail-là de l'ombre de la fabrication de la loi. Et bien j'ai fait des entretiens avec certaines de ces personnes pour leur demander alors comment ça s'est passé quand vous avez vu débarquer chez vous pour la première fois ces élus insoumis, ces élus de Podemos.
Et ce qui est intéressant, c'est que ce que m'ont raconté la plupart de ces administrateurs, ces fonctionnaires d'assemblée que j'ai vus, c'est qu'en fait, ces populistes de gauche étaient les plus assidus, les plus présents, ceux qui bossaient les plus leurs dossiers, parce que en fait, ils arrivaient presque avec une forme de complexe en fait de débarquer sur les rangs. Mais il faut voir, aussi contestataire et critique soit-il de la démocratie représentative, ces nouveaux élus, ils ont pris quand même leur fonction au sérieux et ils étaient parfois intimidés par les ors de la République, le faste des institutions dans lesquelles ils arrivaient, la technicité aussi des dossiers à gérer, et beaucoup en fait, et là c'est pas eux-mêmes qui me le racontent, c'est plutôt des témoins en fait qui sont aux premières loges, qui sont ces fonctionnaires, me disent oui, si, quand même, c'est des gens, c'est impressionnant en fait. Ils arrivaient à 8h du matin, ils repartaient à 23h le soir. Ils se sont, alors certes au début, effectivement, ils connaissaient rien en fait, et ils commettaient beaucoup d'impairs et beaucoup de gaffes, mais assez rapidement, ils se sont mis au niveau qui était disons, attendu. À l'inverse, pour certains, la meilleure façon de lutter contre le populisme de gauche, c'est de forcer ces formations à partager le pouvoir. L'objectif est de montrer leur amateurisme, mais aussi pour montrer que tôt ou tard, ils finissent par se professionnaliser, c'est-à-dire à perdre leurs différences, et ils finissent par ressembler aux autres partis politiques. Ah si, complètement. D'ailleurs, en fait, il y a eu des abus. Les députés de Podemos, quand ils ont été élus en Espagne, la première vague, ils avaient le droit, c'est le salaire, enfin c'est les indemnités d'un député, à 4 000 € net mensuels. Ils se sont tous limités à 2 200 € en vertu du principe, bon, comme le répète souvent Raoul Edebo, je crois que c'est comment il dit ça, il dit si on ne vit pas comme on pense, on finit par penser comme on vit. Et donc la conclusion de ce précepte, c'est qu'il faut quand on est un élu, un professionnel, en Belgique aussi, il y a quelques mois, il y a eu cette polémique sur les salaires des ministres, ils savent même pas s'ils sont à 14 000 ou 15 000, enfin des choses qui peuvent paraître effectivement un peu ahurissantes pour le commun des mortels, voilà. À Podemos, ils ont décidé de limiter leur salaire pour pas se déconnecter de tout simplement leurs électeurs. C'est la règle générale que se sont imposées les élus de Podemos, rien ne les y obligeait, sauf le fait d'appartenir justement à Podemos, mais il y en a notamment une, je me souviens, je crois que c'est en Asturie, une députée élue en Asturie, qui en fait a contourné la règle, et puis c'est même plus que ça, en fait, a utilisé des deniers publics à des fins personnelles. Et des cas comme ça de corruption, oui, ou de détournement d'argent public, les affaires sont en cours d'instruction en France, et c'est difficile d'y voir clair quand on n'a pas toutes les pièces du dossier qui sont extrêmement nombreuses, mais la France Insoumise, elle aussi, a vu ses comptes de campagne de 2017 retoqués, l'affaire n'est pas encore finie, c'est difficile de faire la part des choses là-dessus, donc je me prononce pas sur le fond. Oui, en tout cas, il y a une professionnalisation qui se met à l'œuvre, qu'on voit dans le lexique corporel aussi de ces gens-là, qui arrivent au début, on peut regarder les photos, les premiers mois, parfois, ils arrivent effectivement sans cravate, avec un t-shirt et tout. Bon, au fil des mois, au fil des années, on voit qu'ils incorporent aussi les codes vestimentaires de l'institution dont ils sont membres, donc voilà, ça va avec. Des façons de parler aussi, et c'est toute la question finalement, c'est est-ce que les institutions vont être transformées par ces nouveaux arrivants, ou est-ce que ce sont ces nouveaux arrivants qui sont transformés par les institutions, évidemment un peu les deux, dans quelle proportion, voilà, moi c'est ce que j'essaye d'étudier et de comprendre. Je propose de terminer sur cette belle conclusion. Merci Manuel pour cet échange et ces éclaircissements, et merci à vous pour votre écoute. C'était un podcast proposé par Popex. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et à la partager. À très vite.